C'est pas Emmanuel Macron qui, avec le pouvoir, aurait modifié sa façon d'être. En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il a pris le pouvoir d'une certaine manière, mais il avait déjà décidé qu'il ne gouvernerait pas avec les valeurs qu'il avait mis en avant pendant la campagne. Quand il s'est mis à polariser pour pouvoir faire le score le plus fort au premier tour, en renonçant évidemment à réconcilier et en clivant pour être sûr d'être au second tour et de gagner face à Marine Le Pen. Puisque c'était effectivement ça qui était sa stratégie depuis le début et qu'il a fait de manière... puisque enfin, il ne change jamais. Hein. Quand il nous dit « je change », on voit qu'à chaque fois, il continue toujours plus vite et plus fort. C'est son mot, à chaque fois, plus vite, plus fort. Il dit juste « les gens n'ont pas très bien compris, donc je vais trouver un moyen de leur faire comprendre », mais il ne change pas de stratégie. Et moi, je lui avais dit « tu fais une partie de poker avec les Français ». Donc c'est vrai que son pari peut le remporter, comme il en a remporté beaucoup, et qu'il peut se retrouver donc élu. Mais c'est quand reste une partie de poker, et c'est hyper grave de faire ça. Quand on dit, par exemple, j'ai entendu des gens dire qu'au second tour, ceux qui n'iraient pas, par exemple, voter pour Emmanuel Macron, si jamais il y a un candidat qui fait peur aux uns et aux autres au second tour, ça sera de la faute de ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Mais moi, je dis, et j'assume de dire que c'est Emmanuel Macron qui nous amène à là où on ne veut pas aller. Si je reprends ta métaphore du poker, c'est que c'est un type qui bluffe en permanence. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas de jeu. Exactement. Soit effectivement, les choses font qu'il ne passe pas le second tour, soit il le passe, mais derrière, ça sera terrible, parce que de toute façon, à un moment donné, tout va ressortir. Et en termes d'exemplarité, c'est une catastrophe. Bah déjà là, ça commence avec McKinsey et son patrimoine. Tout ça. Donc, c'est vrai qu'il a cette capacité à passer. Et je pense que c'est ce qu'il perd aussi. Toutes ces personnes qui parlent de bienveillance, d'humanisme, de rassembler, et qui, au final, sont absolument odieux et n'en ont rien à faire des gens, moi, j'ai du mal. On peut critiquer d'autres responsables politiques pour lesquels je ne vote pas, mais on voit qu'ils y sont, ils ne cachent pas. Tandis que là, c'est des vrais imposteurs. Parce qu'ils donnent le sentiment d'être autre chose, et derrière, c'est le cynisme et l'indifférence. Et là, il y a McKinsey qui est en train de remonter. McKinsey, et le patrimoine, surtout. Voilà, côté Emmanuel Macron, mais surtout les affaires aussi concernant Alexis Collère. Il n'y a que ça. On a beaucoup de Il n'y a que ça qui séparera le couple. C'est que ça. Sinon, ils sont liés. Par les affaires et des intérêts d'argent aussi. En tout cas, leurs secrets. Voilà. Ouais. Le Gabriel Attal, enfin, tu te rends compte que tous ces gens-là, en fait, sont des ectoplasmes, quoi. Ils sont là, au service de leur maître, ils veulent absolument... Il y a aucune... Je pense que tout le monde l'a vu, quand même. Oui, je sais, on l'a compris. Mais décrit par toi, c'est plutôt pas mal. Et je vais te lire page 50, là, il y a un truc que je l'ai coché, parce que tu parles encore d'Édouard Philippe, et tu dis pas étonnant qu'au moment où il fera la promotion de son livre qu'il a écrit avec Boyer en 2021, il ne dit jamais franchement s'il soutient Emmanuel Macron ou pas, qu'il finisse par créer son propre parti Horizon avec l'illusion de pouvoir peser. Édouard Philippe n'est pas un vrai courageux, il est davantage orgueilleux. Il se cache derrière une inflexibilité doublée d'un flegme qui est en fait une réelle indifférence à l'autre, celui qui ne lui ressemble pas ou ne cède pas à sa volonté, quoi. Donc, Oui, parce que je trouve qu'effectivement, souvent, Édouard Philippe peut paraître à certaines personnes sympathiques parce que, voilà, il est intelligent, il a des petites blagues, il parle bien, il a ce flegme britannique, effectivement. Mais en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement cynique et d'extrêmement indifférent. Et moi, je l'avais vécu dans d'autres circonstances, même avant qu'il soit Premier ministre. Je me souviens, par exemple, j'avais été invitée au cinéma alors je ne sais plus comment ça s'appelle, Livre et Cinéma, au Havre. Et donc, ce jour-là, c'était après les attentats Charlie Hebdo. Et il y avait donc il y avait souvent des discussions sur les caricaturistes. Et moi, en tant que directrice générale d'Orange Studio, j'avais coproduit un film documentaire produit par Radio Meragliano, qui a réalisé le concert, et Plantu. Ça s'appelait Les Fantassins de la Liberté, c'est les caricaturistes dans le monde entier. Et donc, voilà, on parlait de ce sujet-là, et Édouard Philippe vient à cette table ronde, et il y a une jeune auteure, vraiment, qui est très très jeune, et qui... à un moment donné, évoque la sincérité en politique. Elle dit que c'est important, la sincérité. Mais il l'a massacré en lui expliquant que la sincérité n'avait aucun intérêt. Il était peut-être sincère à ce moment-là. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que lui-même
d'abord, a été extrêmement déplaisant avec cette jeune femme qui était terrorisée, parce que c'était quand même Édouard Philippe. Il n'était pas le Premier ministre, mais il était important à l'époque. Il était déjà, je pense que à cette époque-là, il y avait Juppé, tout ça, maire du Havre. Donc elle, elle était terrorisée. Et il faisait l'apologie du fait qu'il ne fallait pas être sincère. D'ailleurs, ça ne servait à rien, en tout cas. Tu as vu la série de son copain de gauche là, qui fait les films, Édouard, mon pote de droite, quoi. Ouais. Mais on se dit, ce pote de gauche s'est vraiment fait avoir, parce que ces films, c'est de la guimauve, quoi. Il est là pour brosser le portrait d'un type cool, gentil, etc. Exactement. Et c'est tout l'inverse, quoi. C'est une entreprise. Mais d'ailleurs, les films passent sur le service public et il a gagné ses galons auprès de l'opinion grâce à ces documentaires qui sont, à mes yeux, assez honteux, quoi, quand tu connais vraiment le personnage, quoi. Oui, et en plus, c'est un phénomène un peu français, ceci dit, c'est que il rentre dans le confinement avec une image terrible avec la réforme des retraites, les gilets jaunes, la réforme des retraites. Et le 49.3, sachant que ça, c'est son fait à lui. Hein. Donc il rentre avec ça et il ressort positif. Pourquoi ? Parce qu'il a été chargé du déconfinement. Et là, à l'époque, Emmanuel Macron, je pense, s'était dit ça va se planter. Moi, je dirais que c'est mon Premier ministre. Ça ne s'est pas planté. Et en France, quand quelqu'un part, il devient sympathique. Parce que Édouard Philippe serait resté, il n'aurait jamais cette cote de popularité. Mais moi, ce que je voulais montrer, c'est à quel point effectivement, cette personne est cynique, déconnectée des réalités et très cynique. D'ailleurs, tu dis, page 63, tu dis l'expérience, la compétence ne pèse rien en Macronie, quoi. Qu'est-ce qui pèse en Macronie ? Comment on arrive à grimper ? Disons que déjà, c'est un peu le cas en politique en général. C'est pas obligatoirement les gens qui travaillent ou qui sont compétents qui montent parce qu'effectivement, on demande autre chose. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que là, c'est, j'allais dire presque à 100%. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, la nomination de Gabriel Attal, par exemple, a été la preuve de tout ça. Quand on est, comme Gabriel Attal, aussi cynique, aussi capable de vendre père et mère pour arriver et qu'on est nommé secrétaire d'État, ça veut bien dire que Emmanuel Macron a totalement abandonné sa promesse. Et au début du livre, je rappelle ce que Emmanuel Macron, ou je ne sais plus si c'est au début... Dans Révolution, tu cites. Oui, ou ce que Emmanuel Macron avait promis dans Révolution. On se dit que on est très très loin. Il souhaite que les gens soient serviles. C'est tout. Et il y en a un autre là qui est Colère, quoi. Alexis Colère, c'est le deuxième personnage du livre. Tu décris un moment, tu dis Alexis Colère, un homme seul dans son bureau qui, sans avoir pris connaissance de la pertinence de sa décision sur le terrain, passe donc un coup de fil pour que soit annoncé ce qui est à la fois absurde et délétère pour faire moderne, entre guillemets. Parce qu'au passage, il a cru que jeunesse signifiait adolescence et que chaque Français avait un accès à l'Internet à haut débit. Ou plutôt parce qu'il sait parfaitement les fractures numériques, mais que cela reste virtuel pour lui et ne participe donc pas du ressort de sa décision. S'il y avait une raison d'être au service public de l'audiovisuel, c'est bien l'existence et le renforcement d'une chaîne pour enfants sans publicité, car la publicité à destination des enfants est interdite sur le service public et accessible à toutes et à tous, à côté d'une chaîne privée pour enfants, etc., etc. Tu montres là, à quel point le type est complètement déconnecté, qu'il n'en a rien à foutre de rien, et que mais j'arrive pas à comprendre comment et pourquoi il fonctionne comme ça. Tu peux un peu raconter Alors, c'est vrai que c'est deux questions différentes, pourquoi il fonctionne comme ça, mais donc avant de parler de pourquoi il fonctionne comme ça, juste sur le sujet, ce qu'on va annoncer, ce que le gouvernement va annoncer après ce petit déjeuner en conférence de presse, c'est uniquement qu'il va y avoir une concertation sur les offres de télévision, parce qu'ils ont reporté les décisions budgétaires au mois de juillet en se disant qu'il fallait passer le Tour de France et qu'il n'y ait pas de grève. Voilà. Donc Édouard Philippe est très content de lui parce que personne n'aura de prise, puisqu'on va juste annoncer qu'il y a une concertation sur la télévision. Et normalement, donc, il ne doit pas y avoir d'annonce précise, notamment de suppression de chaînes. Et c'est vrai que Alexis Colère se dit... C'est vrai que c'était un peu nul, ces annonces, il n'y avait pas grand-chose. Donc, lui se dit, et c'est la réalité, Françoise Nyssen nous annonce que, c'est après le petit déjeuner, puisque nous, on l'a appris après le petit déjeuner, puisqu'Édouard Philippe ne nous l'a pas dit, que Alexis Colère a passé ce coup de fil pour demander que France 4, la chaîne pour enfants, passe sur
soit uniquement disponible sur Internet, sur le numérique, et qu'il n'y ait plus de linéaire, parce qu'effectivement, pourquoi je dis pour faire moderne ? Parce que comme il avait vu jeunesse, il croyait que c'était les jeunes adultes, il estime que les jeunes adultes ne regardent pas la télévision, donc on fait moderne. Ils ne se rendent même pas compte que c'est une chaîne pour enfants, c'est pour dire quand même. Ils ne se rendent pas compte, même Gabriel Attal, ils ne se rendent pas compte que c'est une chaîne pour enfants, et que, effectivement, tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que s'il y a une raison d'être du service public, c'est de garder une chaîne pour enfants, et d'ailleurs, elle a été maintenue au bout d'un moment. À cause du Covid aussi. Oui, mais ça veut dire qu'il faut les gilets jaunes, il faut le Covid, il faut des événements extérieurs. Parce que là, tu décris, et d'ailleurs, et c'est forcément la vérité, puisqu'il y a des détails et tout, que le type donc, qui décide de supprimer France 4, il ne s'est même pas renseigné sur ce qu'était France 4, il pensait que c'était une chaîne pour ados, alors que c'est une chaîne pour enfants. On en est là, quoi. On en est là parce que, pour revenir à ce qui se passe dans leur tête, moi je pense que ce sont effectivement des personnes, j'allais dire, intellectuellement intelligentes, très conceptuelles, donc qui ont un problème réel de lien entre le concept et la réalité. Donc, et la deuxième chose, c'est que ils sont déconnectés, mais ils ne savent pas qu'ils sont déconnectés. Donc, quand ils énoncent un concept, ils sont convaincus que de toute façon, ils sont plus intelligents que tout le monde. Mais ça, ils en sont profondément convaincus. Le lien avec la réalité, ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas équipés. Ils n'ont pas ce logiciel de le faire. Donc, en fait, ils vont même pas imaginer qu'il y a un problème. Et moi, c'est pour ça que les deux illustrations que j'essaye de faire, d'utiliser pour qu'on comprenne, c'est que ce soit Alexis Kohler, Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, ce sont comme des algorithmes. Un algorithme, c'est brillant, un algorithme, parce que ça peut apprendre une encyclopédie par cœur. Donc, j'allais dire, en termes de déploiement, de prouesse intellectuelle, c'est assez impressionnant. En revanche, s'il n'y a pas de modération humaine sur un algorithme, la plupart du temps, il ne sera pas pertinent. Parce qu'il va aboutir à soit une solution qui n'est pas très intéressante, soit qui est déconnectée de la réalité. Et eux, ils ont ce problème-là. Ils sont déconnectés, donc ils ne peuvent pas produire quelque chose d'intéressant ou avoir de l'imagination parce qu'ils sont purement j'appelle ça comme une matrice. Je l'avais dit quand on avait fait la dernière interview, j'avais comparé à Matrix. Vous ne parlez pas à un programme informatique. Il ne peut pas entendre le programme informatique. Mais ce que tu décris, puisque ce sont pas des programmes informatiques, ce sont quand même des êtres humains, oui. Mais tu décris une forme de folie, quoi, de folie qui est à la limite de la psychiatrie. Et ça me fait penser d'ailleurs j'ai fait un édito en début de semaine, et j'ai découvert ce livre de Freud qu'il a écrit avec un ambassadeur sur le président américain Woodrow Wilson, où le Freud explique que le type est fou, et il décrit la folie qui va amener d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc tu penses aussi qu'il y a une forme de folie chez ces deux personnages, Macron et Kohler, sans être... Le problème, c'est de mettre des mots, de définir cliniquement les choses. Mais pour essayer de le définir, c'est vrai que c'est une caractéristique, j'allais dire... ce qui est compliqué, folie, est-ce que c'est une notion psychiatrique ? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ils ont une incapacité. Donc ça, c'est une forme. C'est très compliqué de mettre les mots parce qu'après c'est ça qui est instrumentalisé et déformé. On dira Frédéric. En plus, on dit suffisamment de choses. Dans le livre, il y a suffisamment de choses qui servent à l'instrumentalisation. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a une incapacité. Donc, psychanalytiquement, il y a une incapacité à ressentir les choses et donc à les comprendre. On avait dit aussi, alors après aussi, parce qu'ils ont une affectivité ou une sensibilité, mais à eux-mêmes. Ils ont du mal avec les compétences sociales, voilà. C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre les situations ou les gens, il faut avoir un minimum de compétences sociales. Et ces compétences sociales, ils ne les ont pas. Ils n'ont que des compétences intellectuelles. Et donc, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas, qui n'ont pas de sensibilité à quelque chose qui va leur permettre de transcender. On peut faire tous les raisonnements intellectuels qu'on veut. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose, une forme d'intuition, une forme de sensibilité à l'autre, qui va vous faire prendre les bonnes décisions. Et là, en l'occurrence, ils n'ont pas ça. Donc, cliniquement, je suis sûre qu'on pourra le qualifier. Moi, je ne veux pas le qualifier, mais il manque quelque chose. Je ne sais plus, quelqu'un avait dit Giscard, c'est un bel insecte, mais il n'a pas d'antenne. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'anticiper. Ils sont tout le temps en réaction et ils pensent que c'est très intelligent parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre que ça ne va pas. On arrive à Pécresse, je voudrais qu'on en parle quand même, parce que quelle horrible bonne femme, quoi. Voilà. Déjà là, elle est
Bon, heureusement, elle est en train de plonger dans les sondages, mais ça fait monter les autres. Mais ton expérience là, à la région de Île-de-France, c'est hyper douloureux, quoi. Enfin, En fait, c'est vrai que j'ai fini ce chapitre, le livre a été fini en fin janvier, donc elle était pas encore dégringolée, donc je me suis dit que là, j'achevais le... Mais je n'ai fait que décrire ce que, aujourd'hui, tout le monde... Je pensais pas que ça se verrait à ce point-là, ce qu'elle est vraiment. Parce que souvent, les choses se voient pas. Mais là, on est en train de lui reprocher... D'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement brutal, qui fait confiance à personne, et qui effectivement est très scolaire parce que. Mais finalement, Emmanuel Macron a repris exactement les mêmes. Oui. Tu fais un parallèle entre les deux. Je fais un parallèle entre les deux. Alors, il y avait une phrase que j'avais écrite que j'ai enlevée dans le livre, mais peut-être que je peux la dire là parce que je me suis dit déjà, si je dis ça, on va reprendre que cette phrase-là. Bon, j'ai vu que la presse reprenait quand même de toute façon des phrases un peu. J'avais mis. Puisque je dis que ce sont les deux faces d'une même pièce, puisqu'ils ont la même politique. C'est dans le livre, ça. Ouais, ils ont la même politique dogmatique qui est les économies, les rabots budgétaires, les fusions, parce que quand on fusionne les choses, soi-disant, c'est mieux, et on numérise tout comme ça, voilà. Et c'est appliqué de manière presque robotique. Et je dis que la différence, c'est que, donc ils sont tous les deux assez brutaux, et voilà. Et je dis que la différence, c'est qu'elle est scolaire, parce que j'ai enlevé du livre, qu'elle est scolaire et pas charismatique, et que lui est séducteur et empreint d'une grande duplicité. Donc, mais en revanche, c'est parce que lui, il habille cette même politique par, effectivement, sa capacité, son énorme capacité d'élocution et de communication et de manipulation. D'ailleurs, il lui a lui-même avoué qu'il utilisait le nudge, la technique du nudge, qui, comme chacun sait, est l'utilisation des biais cognitifs et des comportements des gens. Donc lui, il est là-dedans. Et donc Valérie Pécresse et lui font exactement la même chose. Moi, j'ai rejoint Emmanuel Macron parce que je fuyais Valérie Pécresse, qui, dès le début à la région, a démarré en disant... On a fait une campagne où on expliquait qu'on allait augmenter de 20% le budget culture. Et puis, on arrive en janvier, on nous présente un budget culture à moins 30. Et là, on nous explique que on a dit augmentation du budget, mais ce n'est pas les dépenses de fonctionnement, c'est les dépenses d'investissement dont, évidemment, le milieu culturel se fiche. Qu'on aille construire une bibliothèque ou un théâtre, c'est pas ça qui est perçu par le milieu culturel quand on lui dit que le budget va augmenter de 30%. Et elle va couper 30%, mais de manière... Là, complètement... tu vas souffrir quand même. Le comité de l'AH, le comité de l'AH, il l'utilise pour les normes. Mais tu peux expliquer ce que c'est ? Parce que dans la campagne, Valérie Pécresse a dit, et elle le répète, qu'elle ferait un comité de l'AH pour supprimer toutes les normes bureaucratiques. Mais elle emploie ce mot de comité de l'AH. Mais moi, j'estime qu'elle emploie l'AH systématiquement quand elle fait ses rabots budgétaires. Elle coupe 30% sur tout sans aller regarder où ça atterrit. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait en fin d'année, 2016. Donc, c'est-à-dire que beaucoup d'associations ou d'institutions se sont retrouvées à la fin de l'année on leur annonçait la suppression de leurs subventions. Alors qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient l'obtenir. Comment tu as vécu le vote à droite, là ? Parce que quand on te lit, on voit à quel point elle est violente, incompétente, mauvaise gestionnaire, enfin, et c'est un fake total, enfin, quand on te lit, je résume. Mais quand même, elle réussit à gagner l'élection à droite. Elle bat Bertrand, elle bat tous les autres. D'abord... c'est une élection déjà, c'était une primaire fermée. Donc, il n'y avait que les électeurs LR qui votaient. Donc, ça réduisait quand même les chances de Xavier Bertrand, par exemple, de manière importante. Et ensuite, après, j'en sais rien, on a parlé d'un certain nombre de manipulations, de manipulations aussi. Des urnes. Ah non, pas des urnes. Après, ce qui a été mis en avant, c'est des associations qui... Voilà, il y a des gens qui sont occupés d'aller récupérer des voix d'un certain nombre de personnes. Voilà. Donc, on a vu que, sincèrement, tous les scrutins, moi j'ai vu que tous les scrutins de partis politiques, on l'a vu aussi pour le PS. Voilà, ils sont sujets à caution. Donc, elle gagne sur, sur des ambiguïtés. C'est-à-dire qu'elle a bien aussi gagné la région Île-de-France. Tant que ça se voit pas. Moi, ce qui m'impressionne en politique, c'est tant que ça se voit pas, ça se voit pas.
Et là, puis elle tout est en d'un train de coup, s'effondrer, et tout à d'un ce coup, quand ça se voit, ça s'effondre. Mm. Et moi, je pense que ça passera la même chose pour Emmanuel Macron, sauf que comme il est beaucoup plus doué, avant que ça s'effondre, avant que Mais ça se voit.